Comme vous voyez, je suis un homme d'un âge certain, qui a une vie professionnelle, un homme d'affaires, pendant une grande partie de ma vie, mais qui a toujours été aussi un chercheur, je dirais un chercheur spirituel. Depuis l'adolescence, je me suis posé la question « Qui suis-je ?» Et ça n'a jamais arrêté. Et donc j'ai entrepris des démarches pour essayer de répondre pour moi-même à cette question-là. Donc, à côté de ma vie professionnelle, j'avais aussi une vie de recherche, de chercheur. Ça m'a amené à lire beaucoup de choses, beaucoup de livres, et puis aller chercher, voyager, rencontrer des êtres qui pouvaient m'apporter ces réponses, cette réponse plutôt. Et aller en Inde assez souvent, voir des gourous, entre guillemets, des maîtres spirituels, des personnes éveillées. Et petit à petit, ça m'a rapproché je trouvais des réponses jusqu'au jour où, une fois, je suis tombé lors d'un voyage sur un livre qui s'appelait L'Arbre de vie de Simon Ben Alevi, qui est toujours publié d'ailleurs aux éditions du Relier. Et cette façon de penser les choses m'a beaucoup frappé. Et l'arbre de vie, c'est la structure du vivant. Et à partir de là, j'ai été vraiment en écho. Quand je l'ai lu, pour moi, c'était exactement ma façon de penser et de voir les choses. Et donc j'ai commencé à tout voir et tout interpréter sous cette forme-là. Et rapidement, je trouvais qu'on pouvait quand même mettre au goût du jour, à savoir y introduire et compléter avec tous les apports de la psychologie, la psychanalyse, de la science, etc. Et puis surtout d'actualiser ce langage qui a à peu près 5 siècles pour le mettre à la portée actuelle des gens qui sont intéressés. Et donc j'ai continué à mener ma recherche personnellement pendant 30 ans et pour trouver ma réponse. C'est une recherche, donc le seul but c'était de trouver la réponse à qui suis-je. Et petit à petit la structure de base, de départ, c'est agrandi, c'est complémenté. Et jusqu'au jour où j'ai senti que c'était terminé. J'avais agrandi et construit une nouvelle structure pour répondre à ma question. Et je l'ai à ce moment-là dessiné et expliqué. Et j'ai écrit du coup un livre pour expliquer cette structure du vivant. Donc je pourrais me définir comme un humaniste philosophe qui cherche à répondre à la question qui, moi, me semble une évidence, qu'on est là pour quelque chose, qu'on a peut-être une raison d'être et qu'on participe à un système vivant dont on est un élément. La mer, pourquoi la mer? J'ai toujours, oui, depuis tout jeune, j'étais attiré par la mer et par le bateau particulièrement, bateau à voile. Et donc toute ma vie, j'ai fait du bateau à voile et ça a été en même temps mon lieu de ressourcement. Et pourquoi j'aime tant la mer? Et j'aime la mer, j'aime les traversées. J'aime bien l'horizon où il n'y a plus rien. Le regard n'a plus à s'accrocher sur quoi que ce soit. Et c'est une sorte et une forme de méditation dans la nature, parce que la mer c'est la nature, comme pourrait être la forêt, la montagne, mais la mer c'est une forme de nature. Et donc ça nous ramène à la fois à nous-mêmes et ça nous ramène aussi à une grande humilité, parce que on est dans cette nature, dans ces éléments, on est une toute petite chose dans ce très grand élément. Cet élément nous fait vivre, mais en même temps, nous, on s'en sert, on l'utilise et on peut créer un vrai rapport d'échange avec
Et la mer, pour moi, c'est ça. Toute ma vie ça a été des expériences, comme tout le monde, hein, on a tous des expériences dans nos vies personnelles, professionnelles, de voyages, de rencontres, de relations. Et puis il y en a certaines qui nous frappent plus que d'autres. Et toutes ces rencontres et ces voyages aussi ont donné l'occasion d'expériences qui m'ont marqué, et certaines sont très clairement ont donné naissance très clairement à Descartes. Je pourrais prendre, je pense là, maintenant à une carte, mais je pourrais pratiquement le dire de chaque carte. La carte du temps est venue du fait qu'à un moment donné, quand je commençais à travailler, très vite j'ai été très sollicité et que mon carnet de rendez-vous se remplissait tout seul, et ça je ne supportais pas de ne plus être maître de mon temps. Et donc j'ai cherché une solution pour retrouver mon équilibre et ne plus être asservi à mon travail sans aucune réflexion, parce que je n'avais plus le temps de réfléchir. Et donc ce que je faisais, c'était assez simple. Je m'échappais de mon bureau de temps en temps. Personne ne savait où j'étais. Je coupais le téléphone. Et je rentrais tout simplement chez moi quand il n'y avait plus ni femme ni enfant. Et je me suis mis à méditer. Mais je ne savais même pas ce que c'était que méditer. Donc j'ai pris le livre de Durkheim, Méditer. Je me suis acheté un coussin de méditation et je me suis mis à méditer tout seul. Et très vite, j'ai retrouvé mon équilibre comme ça. Je me sentais de nouveau maître de mon temps et je prenais enfin le temps de réfléchir à ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment je le faisais et qu'est-ce que je poursuivais. Et ça m'a amené, au bout d'un moment, à me dire, c'est quand même très curieux, je suis deux chemins totalement opposés, à savoir une vie active professionnelle extrêmement occupée, et puis ces temps d'arrêt et de méditation où je faisais plus rien et je ne poursuivais plus aucun but, autre que de prendre du temps pour moi-même et de regarder qu'est-ce qui se déroulait en moi. Et je me suis dit, ces directions opposées me permettent de retrouver mon équilibre. Et je cherchais à comprendre. Et là, je me suis dit, mais c'est simplement le temps n'est plus du tout utilisé de la même façon. Mais le point commun, c'est le temps. Dans l'un, le temps a été utilisé pour un résultat, parce qu'il fallait un résultat totalement nécessaire. Et puis dans l'autre, c'était regarder le temps qui nous était accordé, nous regarder en train de vivre. Et donc, vous voyez, ça a donné naissance à la carte du temps que je développe par ailleurs. Alors, lors de toutes ces recherches, j'ai rencontré pas mal de maîtres spirituels avec mon épouse. Et parmi eux, il y en a un qui a été très très important pour moi, qui s'appelait, parce qu'il a quitté son corps, Ivan Amar, qui était un Français qui avait été en Inde auprès d'un maître indien pendant 8 ans, vécu 8 ans là-bas, et qui était revenu en France, et qui était ce qu'on appelle un esprit éveillé. Et quand on s'est rencontrés, pour moi, il m'a tout de suite frappé, je me suis senti très très proche de lui, et effectivement, il est devenu, pour moi, plus proche que mon propre frère. Et on a beaucoup, beaucoup partagé. Et j'ai suivi son enseignement. Voilà. Elles ne sont apparues qu'à la fin. C'est-à-dire, en fait, toute la recherche du « qui suis-je » a donné lieu donc à un livre, à un tracé, à un dessin,
une structure. Et ce n'est qu'à la fin, je me suis posé la question, une fois que tout ceci a été fait, et j'ai fait d'ailleurs dans le secret, je tiens aussi à le dire, parce que tout le long de cette élaboration, qui a duré un peu plus de 30 ans, je tenais ça secret, à part mon épouse, parce que je ne voulais pas avoir de remarques ou d'appréciations, de critiques ou de quoi que ce soit qui pourrait me faire dévier. Je voulais vraiment que tout vienne de ce que je ressentais, toutes les idées. Et en plus, j'avais aucune limite de temps. Il y a une question, par exemple, je suis resté 2 ans dessus pour trouver la réponse. Donc je n'étais pas limité et je l'ai fait sans chercher à créer un quelconque résultat. J'insiste beaucoup là-dessus et souvent quand je fais des conférences, j'insiste sur le fait de ne pas toujours être obnubilé par le résultat parce que à ce moment-là, on ne voit même plus le chemin qu'on prend pour l'obtenir. Et en fait, le plus important, c'est le chemin, ce n'est pas le résultat. Et donc, à la fin, quand tout a été élaboré, dessiné, écrit, je me suis posé la question, comment pourrais-je faire connaître cet arbre de la connaissance? Et là, j'ai constaté, en l'ayant tracé comme il est venu, qu'il y avait 21 étapes, plus la structure de l'ensemble, donc ça faisait 22. Et ça m'a rappelé le tarot de Marseille, ayant travaillé moi-même un peu avec Jodorowsky. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder si ça marche. Et là, à ma grande surprise, ça répondait très 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 bien aux questions. Et du coup, là, j'ai élaboré un jeu de cartes comme outil de communication pour l'arbre de la connaissance et je me rends compte que finalement, l'outil devient plus important que l'arbre. Alors, au départ, j'étais assez désolé de voir ça, en me disant, mais finalement, les gens ne s'intéressent qu'aux cartes et pas du tout à l'arbre. Et après coup, je me suis quand même rendu compte que c'était très très bien, parce que d'abord, c'était une approche plus ludique et plus attirante, et que dans l'espace-temps, dans l'avenir, ce qui va rester, c'est les cartes. Le livre viendra derrière, pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent creuser, ils peuvent le faire avec le livre, mais le livre passe et s'oublie, et les cartes, elles resteront. Comme j'ai un peu de le dire, pour moi, c'est une façon de découvrir l'arbre de la connaissance. Cet arbre de la connaissance, pour moi, est très très important. C'est comme si j'avais eu accès à une connaissance qui me dépasse, parce que c'est vraiment l'arbre du système vivant, de tous nos liens. On est un élément dans un système, dans le système vivant qui se développe. On est un petit élément, mais qui a de l'importance, parce que c'est l'ensemble des éléments qui va construire le système vivant. Et nous n'existons que par rapport au système dont nous faisons partie. Un mur ne peut pas se construire tout seul. Il faut quelqu'un qui prenne le temps et la peine de prendre des pierres et de les monter les unes sur les autres et que ça tienne. Nous sommes ces maçons-là. Ce qui restera, c'est le mur, c'est pas nous. Par contre, le mur va servir à quelque chose pour un ensemble différent de nous. C'est un peu une façon de dire et de voir les choses. Donc pour moi, cet arbre de la connaissance, c'est la structure du système vivant qui parle et qui dit beaucoup de choses, des choses extrêmement profondes. Et donc je me sens redevable de retransmettre cela. J'ai reçu cette connaissance qui m'a, moi, beaucoup parlé, beaucoup aidé dans ma vie, qui continue d'ailleurs. Et je suis responsable aussi de transmettre. Le symbole parle non pas à travers le mental, mais il parle à travers un autre registre. Le symbole vous évoque quelque chose que vous ressentez.
Ça passe pas forcément par la tête. Les cartes, j'ai voulu en faire avec des symboles extrêmement dépouillés, parce que ce que j'ai cherché à travers le symbole, c'est que ça fasse ressentir le sujet de la carte. Et c'est pour ça que c'est puissant. C'est pas une réflexion de symbole, c'est être touché par quelque chose d'autre à un autre niveau, qui est un ressenti, qui est une intuition, qui est une émotion, et qui sont des langages extrêmement importants et nécessaires, et particulièrement à notre époque où en fait le mental a été glorifié au point que on aurait un peu tendance à négliger, à même abandonner et faire abandonner toute cette notion de ressentir les choses au profit du mental, pour en arriver même à l'attitude de certains qui est de dire si ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas, ou tant que ce n'est pas prouvé, on ne peut pas reconnaître l'existence. Et l'arbre de la connaissance met au même niveau de puissance, d'évolution, le système logique et cartésien et le système de l'intuition et du ressenti. Les deux sont nécessaires, l'un ne doit pas prédominer sur l'autre, ils sont complémentaires. Et donc le symbole travaille sur le registre du ressenti. Et après, derrière, quand on les assemble dans des relations entre eux, à ce moment-là, on va bâtir quelque chose de mental et on aura une compréhension. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Et c'est vrai aussi que moi-même, j'ai été très surpris lors de salons que je peux faire, en ayant affiché tous les symboles au mieux, que plus de la moitié des personnes s'arrêtaient parce qu'ils étaient interrogés par ces symboles ou très attirés par un symbole qui résonnait en eux. Donc ces cartes qui symbolisent l'arbre, j'en ai fait un outil. C'est un outil de connaissance de soi et un outil pour répondre à des questions, puisque la question de base, c'est qui suis-je? Ça peut répondre à cette même question pour chacun d'entre nous. Mais ça va au-delà. Et donc j'en ai fait un système de tirage que je propose autour d'une question. Et je fais tirer 4 cartes. Et la première carte tirée représente la question posée, c'est-à-dire le mental, le conscient. La deuxième représente la question cachée derrière, la question qui a été posée. Donc elle représente l'inconscient. La troisième, c'est la réponse à la question. Et la quatrième, c'est vers où ça nous emmènera si on applique la réponse qui est proposée. Puis il y a une cinquième carte, mais qui est calculée pour l'ensemble. Et donc, les cartes servent à répondre à des questions, et c'est de façon assez précise. Ce n'est en aucun cas de la divination, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que comme je vous l'ai évoqué, vous avez des systèmes, enfin des éléments de réponse. La question qui est posée, la carte qui est tirée avec le symbole qu'elle représente, la structure de l'arbre qui est derrière, et sa position ou sa fonction, c'est le conscient, l'inconscient, etc. Donc j'ai un faisceau de 4 éléments. Et donc c'est pas du tout de la divination, on voit les réponses à travers ces liens qui se tissent sur la question posée. Donc c'est vraiment un outil d'aide et qui correspond à l'arbre du système vivant. Ah oui, alors, pourquoi? Moi-même j'ai été assez surpris lors deuxième salon que j'ai fait. Je me suis rendu compte que à peu près 70% des personnes qui s'intéressaient très vite et qui comprenaient tout de suite l'intérêt
de l'arbre de la connaissance étaient tous thérapeutes, enfin pas tous, 70%, ce qui est énorme. Et tout type de thérapie, hein, c'est pas une thérapie, psy ou autre, tout type de thérapie. Parce qu'en fait, ces gens-là cherchent eux aussi des outils et voient dans l'arbre de la connaissance et les cartes un outil qui n'est absolument pas divinatoire, qui est très logique, très compréhensible, qui joue aussi sur la fibre du ressenti et qui est un élément de langage. Quand je parle de créer, de temps, de mémoire, de séparer, ça permet à ces thérapeutes de poser des mots et de les faire parler la personne, et que c'est un outil formidable pour ça. Donc, ces cartes sont nées d'une question qui pour moi était quotidienne, permanente. Quand on se pose la question « qui suis-je ?», cette question-là est présente, en tout cas était présente en moi tout le temps, pour tout, et pour tout ce que je faisais. Est-ce que ce que j'étais en train de faire avait une raison d'être ? Est-ce qu'elle apportait quelque chose ? Elle m'apportait quelque chose ? Est-ce qu'elle apportait quelque chose au monde ? Etc. Donc pour moi, c'est un outil, effectivement, quotidien et de vie. Faut-il être initié pour ces cartes ? Je dirais deux choses. La première, tant qu'on n'est pas initié, on peut travailler avec ces cartes au niveau du ressenti, comme je l'ai déjà évoqué, puisqu'elles sont faites aussi pour ça. Si vous regardez un symbole, il faut laisser venir ce que ça vous inspire sur le moment. Donc là aussi, elle vous fera travailler en voyant qu'est-ce que vous étiez en train de... le souci du moment ou la question du moment. Donc ça, c'est un des plans. Le deuxième plan, pour aller plus loin, là, c'est quand même bien de prendre le temps de regarder de près l'arbre dans sa globalité. Parce que l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre, c'est la structure complète du système vivant. C'est une structure où chaque élément est en relation avec les autres, participe et communique avec les autres. Donc chaque élément a de l'importance, mais il joue un rôle et il se comprend par rapport aux autres. C'est comme nous dans la société, on est aussi un tissu de relations. Et on existe pour les relations et avec les relations. Si on était seul au monde, on peut imaginer que ce serait d'ailleurs invivable pour nous. Donc c'est bien quand même d'essayer de comprendre et de passer un petit peu de temps sur la structure de l'arbre pour comprendre comment chaque élément interagit sur l'autre et a de l'influence sur l'autre et permet de comprendre les autres éléments. Alors ça peut être vraiment utilisé au quotidien, effectivement, et ça c'est le but qui est poursuivi. D'extrêmement cher, ça lui ravivait une autre perte d'une personne aimée 30 ans plus tôt, et il a été extrêmement déprimé et il me disait, mais finalement, je pense que la vie ça sert à rien finalement, si c'est pour ça, pour terminer et laisser derrière soi des gens qui souffrent, ça sert à rien. Et j'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre que la vie ne sert pas à quelque chose d'autre que d'être un participant à la vie qui nous est offerte et à construire et à participer à cette élaboration générale, mais qu'en aucun cas il y avait un objet extérieur à créer. Et la vie n'est pas là pour ça. Elle n'est pas, nous sommes un élément éphémère. Et la vie n'est pas créée pour nous, personnellement. Nous sommes des petits participants. Par contre, tout ce qu'on va apprendre et toute l'intelligence qu'on va mettre au service de cette vie pour la faire grandir, se développer,
c'est ça la vie, et c'est ça ce regard. Donc le fait qu'on meurt, tout le monde le sait. C'est la seule chose dont on soit sûr d'ailleurs, dès qu'on est. Mais c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on fait entre la naissance et la mort. C'est pas la mort qui est importante. Merci Didier.